Quand on mange des produits trop riches en index glycémique, on va avoir faim plus vite et potentiellement on va manger plus de produits sucrés. Le fait d'avoir une alimentation avec des fibres, ça permet de tamponner, d'avoir un pic qui sera plus faible et donc derrière une hypoglycémie réactionnelle qui sera plus faible. Que disent les études, c'est que les personnes végétaliennes vont avoir un IMC plus bas que la population générale. Donc potentiellement, ça pourrait permettre de maintenir un poids moins élevé. Après, est-ce que c'est une bonne justification de faire autant d'exclusion alimentaire juste pour maintenir un poids inférieur? Voilà, je pense pas. C'est mieux de le faire pour d'autres raisons que simplement pour une perte de poids. Encore une fois, en fait, sur le long terme, ça risque de pas tenir. Mais il y a eu des personnes qui ont pris des compléments dans certaines vitamines et qui se sont retrouvées avec des surdosages et c'était plutôt mauvais que bon. Maintenant pour l'iode, là ça commence à être bien sourcé que il faut un apport minimal en iode et que si on l'atteint pas, il y a des risques pour la santé au niveau thyroïde. Il y a des recommandations qui sont générales, on parlait de la vitamine B12, etc. Oui. Et puis après il y a des choses qui sont à nuancer sur chaque personne et en fait tout le monde ne doit pas suivre forcément tous les conseils qu'on donne, c'est pour ça que c'est important d'amener de la nuance. C'est ça. Léa Lebrun, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Bonjour, merci de m'inviter. Aujourd'hui, on va parler d'alimentation végétale puisque tu as écrit avec Fabien Badariotti La meilleure façon de manger végétal aux éditions Thierry Soucard. Avant de commencer, je te propose de te présenter. Ok, je m'appelle Léa Lebrun, je suis psychologue clinicienne, psychothérapeute et diététicienne nutritionniste. Et sur le versant diététique, je suis spécialisée en alimentation végétalienne. Je propose des consultations en présentiel, donc sur Plouarzel, c'est une ville à côté de Brest, et sinon en distanciel. Ok. Voilà. Tu fais partie également d'un organisme ? Oui, je fais partie de l'ONAV, donc c'est l'Observatoire national des alimentations végétales. C'est un observatoire qui a pour objectif d'informer sur les alimentations végétales d'une façon le plus scientifique possible et aussi d'une façon rassurante. C'est-à-dire que les alimentations végétales, elles nécessitent d'autres bases alimentaires et qu'on essaye d'informer là-dessus. L'ONAV est constitué donc d'un conseil scientifique, de médecins, de diététiciens et de docteurs en biologie comme Fabien par exemple. Ouais, ça c'est important parce que c'est pas parce qu'on décide d'avoir une alimentation végétarienne ou végétalienne qu'il faut pas suivre les recommandations de la science. Exactement. Et en plus, comme il y a certaines restrictions alimentaires, il faut peut-être être encore plus vigilant peut-être que quelqu'un qui serait omnivore et qui mangerait un petit peu de tout, flexitarien. Donc c'est pour ça qu'on va détailler ces différents petits points d'attention qu'il faut avoir dans cette vidéo. Si on part sur quelque chose de tout simple, déjà, comment constituer une assiette type végétarienne de manière équilibrée? Oui, alors pour rebondir sur ce que tu disais, justement, en fait, actuellement, tout dans notre société est fait pour faciliter les choix vers les produits animaux, donc fromage, produits laitiers, viande, etc. Dans le sens, tout est facilité parce que toutes nos recommandations sont basées sur ces alimentations-là. Et comme je le disais tout à l'heure, à partir du moment où on retire ces aliments, il va falloir trouver d'autres équilibres, donc en rajouter d'autres potentiellement. Et ça, actuellement, malheureusement, il n'y a pas de recommandation officielle en France. Donc c'est pour ça aussi que l'ONAV là, essaye de faire des propositions, s'inspire aussi des autres pays, au Canada, en Allemagne, on a des recommandations. Du coup, qu'est-ce qui ressort en effet? C'est pour constituer une assiette végétale, donc uniquement végétale, on va considérer donc la moitié de l'assiette en légumes, un quart de l'assiette en céréales et un quart de l'assiette en substitut protéique. Donc ça va être légumineuses, haricots rouges, haricots blancs, lentilles ou pois chiches. Et autour de ça, donc il va y avoir aussi les fruits. Okay. Des fruits, il peut y avoir aussi des produits enrichis en calcium, donc des produits laitiers, des substituts produits laitiers enrichis en calcium par exemple. Ça va être par exemple les yaourts de soja? Yaourt de soja, lait de soja, lait de noisette, lait d'amande, enfin il y en a plein. Et toujours être vigilant sur l'enrichissement en calcium, ça peut-être on en parlera quand on parlera du calcium. Et surtout, à partir du moment où on mange moins d'un repas sur deux à base avec de la viande ou du poisson, il va falloir se supplémenter en vitamine B12. Ok, ouais, t'as attaqué plein de trucs. Je vais reprendre un peu. Ça. C'est très vaste. Ouais, déjà on a plein de sujets, donc ça va être top. Déjà sur les légumes, la moitié de l'assiette c'est des légumes. Oui. Moi j'avais en tête que légumes c'était un petit peu à volonté. Alors les légumes, nous dans notre livre, on propose 4 à 7 portions de légumes par jour, ce qui est vraiment pas mal. Ouais. Actuellement, on dit 5 fruits et légumes par jour. Donc voilà, on peut
En fait, ce qu'on remarque, pourquoi il y a 5 fruits et légumes par jour, c'est parce que on remarque qu'à partir du moment où on consomme ces 5 fruits et légumes par jour, on a un effet très positif sur la santé. Et du coup, c'est pour ça, nous, qu'on est parti là-dessus. C'est à volonté. Ça peut être à volonté dans le sens où c'est très bon, c'est plein de fibres, c'est plein de vitamines, de minéraux. Après, c'est très pauvre en glucides, c'est très pauvre en protéines. Enfin, c'est à volonté, mais il ne faut pas que ça prenne la place d'autres aliments non plus. Voilà. Ouais, ça c'est important. Effectivement, on peut en manger, mais c'est pas au détriment du reste. Exactement. C'est pas comme quand on fait un régime où on mange que des légumes, par exemple. Ça peut être plus on va manquer de sources d'énergie, de sources de protéines, etc. Ça c'est important parce que ça doit être une erreur que tu dois avoir beaucoup en consultation, des gens qui veulent faire un régime, qui vont manger du coup que des légumes et qui vont supprimer la part de glucides. Ce qu'on voit souvent en effet dans les erreurs, on va dire, de débutants dans le végétarisme, le végétalisme, c'est de juste retirer la viande et donc du coup de rester avec céréales et légumes en fait à tous les repas. Et en fait là il va manquer une part de protéines, donc ça va être les légumineuses ou les produits de soja comme le tofu, le tempeh, etc. qui vont apporter les protéines. C'est pas vraiment un substitut parce que c'est vraiment d'autres aliments avec une autre matrice, etc. Mais ça va permettre d'apporter les protéines au repas, quoi. D'accord. Donc ça, c'était la moitié. L'autre quart, c'est des céréales. Tu peux nous donner des exemples de céréales? Pâtes, riz, préféré toujours en complet, sarrasin, millet, quinoa, pommes de terre. Donc là-dessus, on va avoir la part de glucides. Oui. C'est ça? Oui. Pourquoi il faut favoriser des aliments complets, comme le riz complet, plutôt que le riz blanc? Oui, c'est toujours pour la question des fibres, pour avoir plus de fibres en fait, dans son alimentation. Et en fait, les fibres vont être très intéressantes parce que c'est des nutriments un peu spéciaux, parce qu'on ne les digère pas dans l'estomac, elles sont digérées après, au niveau de l'intestin, par la flore intestinale. Et du coup, ces fibres-là vont venir nourrir la flore intestinale, qui va bien nous le rendre, puisqu'elles vont participer à la bonne santé générale. Et du coup, c'est pour ça qu'on conseille de consommer 30 grammes de fibres par jour, c'est le minimum. Actuellement, en France, on est plutôt vers 10-15 grammes par jour de fibres. Donc c'est pour ça qu'on conseille plus de produits complets, plus de fruits et légumes. Donc ça, je suppose que c'est un avantage des personnes qui ont une alimentation végétarienne, c'est qu'ils doivent atteindre ce quota de fibres plus facilement. Ils l'atteignent très facilement, oui. Enfin, très facilement. Beaucoup plus facilement. Forcément, quand on mange que des végétaux, il y a plus de fibres que quand on mange aussi des produits animaux. Ok. Et du coup, ça permet d'avoir une meilleure flore intestinale, si j'ai bien compris. C'est ça, qui participe à la bonne santé générale. Voilà, ça permet aussi, les fibres, ça permet de baisser l'indice glycémique des aliments, d'augmenter la satiété. Voilà. C'est pas mal. C'est déjà pas mal. Donc déjà, voilà, ça permet d'augmenter la satiété, donc on sera plus facilement repu, on aura moins faim avec des aliments riches en fibres. Et l'index glycémique, tu peux reprendre un petit peu ce que c'est? Alors, l'index glycémique, en fait, quand on mange des aliments, en fait, notre corps, pour absorber le glucose, sécrète de l'insuline. Voilà. Quand l'index glycémique est trop élevé pour l'aliment, le corps en fait sécrète un peu trop d'insuline. Ce qui fait qu'en fait, je ne sais pas si vous pourrez mettre un schéma. Ouais, mais tu peux faire avec. Ce qui fait que ça sécrète trop et ça descend trop bas. Donc en fait, on a un peu un rebond. Donc on sent fatigué, on a manque d'énergie, manque de concentration et du coup on a envie de manger des produits sucrés. Donc ça fait un peu un cercle vicieux. Donc, quand on mange des produits trop riches en index glycémique, on va avoir faim plus vite et potentiellement on va manger plus de produits sucrés. D'accord, et donc le fait d'avoir une alimentation avec des fibres, ça permet de tamponner, d'avoir un pic qui sera plus faible et donc derrière une hypoglycémie réactionnelle qui sera plus faible. D'accord, oui c'est ça. Après, je ne veux pas non plus dire qu'il ne faut jamais manger d'aliments à index glycémique élevé, hein. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est juste, voilà, faut avoir conscience de l'effet que ça fait dans son corps de le faire. Et peut-être, du coup, ce qu'on peut conseiller, c'est consommer, par exemple, une pâtisserie ou quelque chose toujours avec un aliment riche en fibres, pas en prise seule, en fait. Une pomme? Par exemple, avec un fruit. Ouais. Ok, cool. Le dernier quart, c'est l'apport en protéines, si j'ai bien compris. Il est important parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont une alimentation végétarienne qui font l'erreur de
pas avoir assez de protéines dans leur alimentation. Oui. Est-ce que tu as des recommandations supplémentaires pour des personnes de plus de 50 ans quant à l'organisation de cette assiette un petit peu? Alors du coup, juste une petite attention là-dessus, c'est-à-dire que quand on regarde les prises alimentaires, même chez les personnes végétaliennes, elles consomment assez de protéines, même sans faire trop attention. C'est-à-dire que le risque de carence en protéines actuellement en Occident, enfin en France, n'existe pas. À partir du moment où on mange suffisamment, où on mange varié, il n'y a pas trop de risque. Après, c'est juste au niveau des acides aminés essentiels. Donc les protéines, ce sont des chaînes d'acides aminés, et on en a 9 qui sont essentiels. Et dans ces 9 essentiels, la lysine va peut-être manquer dans tout ce qui est céréales, fruits, etc. Et on va la retrouver suffisamment dans les légumineuses. Du coup, c'est pour ça qu'on va conseiller de consommer des légumineuses, si possible à tous les repas, pour avoir son apport dans ces acides aminés-là. À tous les repas? Si possible, oui, à tous les repas. Après, voilà, l'idée aussi, c'est d'être flexible, d'adapter. Parfois, on est de sortie, on est végétarien, il n'y a que des frites, quoi. Donc aussi... les frites, c'est végétarien. Oui, c'est végétarien. Et parfois, il n'y a que ça. Donc l'idée aussi, c'est d'adapter. Mais si on veut avoir un repas, on va dire, équilibré, c'est mieux d'apporter une source de protéines, donc des légumineuses ou des produits de soja. Ok, donc les légumineuses, ça veut dire que... Donc, soit à chaque repas, mais peut-être au moins une fois par jour, essayer d'avoir des haricots rouges, des pois chiches, des lentilles, des haricots blancs, des choses comme ça. C'est ça. Oui, dans le livre, on conseille 2 à 4 portions par jour. Ok. Par rapport à la ménopause, est-ce qu'il faut faire attention un petit peu à ce qu'on mange? Est-ce qu'il y a des adaptations? Oui, je pense qu'il faut faire d'autant plus attention à son hygiène de vie et d'autant plus à son alimentation, qui fait partie de l'hygiène de vie. Donc les protéines, bien sûr, pour maintenir la masse musculaire. Et aussi le calcium, qui va être très important. Les besoins sont augmentés au moment de la ménopause. Donc pour couvrir ses besoins, quand on arrête les produits laitiers, j'imagine c'est un peu ça la question. Du coup, il va falloir apporter le calcium autrement. Donc il y a des solutions, ça va être soit de consommer des produits, des aliments riches en calcium, donc tout ce qui est légumes à feuilles vertes, les figues, le sésame, voilà, c'est des petits aliments de ci, de là qui sont riches, qui vont permettre, en mettant de temps en temps, d'augmenter un peu ses apports. Il va y avoir consommer des eaux riches en calcium aussi. D'accord. Voilà, donc Épar, Courmayeur, Contrex, voilà, vous lisez les étiquettes et il y en a qui sont très intéressantes. Consommer 1 verre, 2 verres, voilà, pour augmenter un peu les apports. Il y a consommer des produits enrichis en calcium, donc c'est des substituts, comme on disait là, des yaourts, des produits laitiers. Il y a aussi des fromages qui commencent à se faire, qui sont enrichis en calcium. Et donc là, ça va permettre de remplir ses besoins. Et c'est en faisant toutes ces choses en même temps qu'on va réussir à remplir ses besoins. Ok. Mais en effet, il faut être vigilant, parce que ça peut aller très vite. Si on ne consomme aucun substitut, si on ne consomme pas les eaux riches, ça peut aller très très vite et trop bas, quoi. La carence en calcium peut arriver assez rapidement. Du coup, c'est pas vraiment une carence, c'est plus l'ostéoporose, quoi. C'est que les os, au fur et à mesure, il y a besoin du calcium pour d'autres choses, et en fait, le corps va l'épuiser dans les os. Et du coup, ça va fragiliser les os avec un risque de fracture derrière qui est plus important. Exactement. D'accord, avec l'ostéoporose, notamment la fracture du col du fémur qu'on connaît. Est-ce que, du coup, combien de portions de sources de calcium, un petit peu de yaourt enrichi, tu recommandes par jour? Il y a des chiffres? Alors, c'est vrai qu'on n'a pas fait de recommandations dans le livre. Ça pourrait être 2, comme les produits laitiers au final. Les produits laitiers, c'est 2 par jour. Pareil, aliments enrichis 2 par jour. Ok. Oui. Après, il y a aussi dont j'ai pas parlé, le tofu, s'il est coagulé avec du sel de calcium, qui peut être intéressant aussi. Il faut que tu m'expliques, parce que tofu, je nage. Alors, le tofu, en fait, c'est du lait de soja qui est coagulé, soit avec du nigari, donc du sel de magnésium, soit avec du sel de calcium. Ok. Et du coup, quand il est coagulé avec du sel de calcium, il va y avoir du calcium dedans. Et s'il ne l'est pas, il n'y a pas de calcium dedans, du magnésium. Ok, donc ça, c'est une très bonne source. C'est une bonne source aussi à connaître. Facile. Oui, okay. C'est ça. Ok. Tout à l'heure, donc, on a parlé de l'importance de garder sa masse musculaire, surtout quand on vieillit, pour éviter une amyotrophie, une fonte, une perte de muscle. Au niveau des protéines végétales et des protéines animales, il y a beaucoup de mythes un petit peu qui circulent sur l'assimilation. Est-ce que tu peux faire le point un petit peu pour nous ?
Euh, Oui, je peux. Alors je pense que Fabien en parlera beaucoup mieux que moi là-dessus. En gros, il y a deux gros mythes sur les protéines. C'est les protéines ne sont pas complètes. Donc ça, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Les protéines, même végétales, sont complètes. Il y a tous les acides aminés en bonne quantité, notamment dans les légumineuses, mais pas que. Et il y a le deuxième mythe, c'est les protéines ne sont pas assimilables, enfin les protéines végétales ne sont pas assimilables parce que il va y avoir des fibres avec, il va y avoir des antinutriments dans les légumineuses notamment. Et donc ça, en fait, on s'est rendu compte que toutes les études sur lesquelles on se basait pour dire ça étaient faites sur des modèles animaux et non pas sur les humains. Et à partir du moment où on le fait sur les humains, on ne remarque pas en fait cette différence d'assimilation. Après, si jamais vraiment c'est une crainte de ne pas assimiler les protéines dans les légumineuses, on peut, il y a des moyens en fait de les rendre plus digestibles. Soit vous les prenez en conserve, elles sont déjà bien chauffées, bien cuites, les protéines sont beaucoup plus facilement assimilables. Sinon, si vous les faites cuire vous-même, il y a le trempage qui est important, qui va permettre de ramollir un peu les fibres, qui va permettre de faciliter la digestion, et cuire suffisamment longtemps les légumineuses. Et le trempage, ça veut dire que tu les mets dans de l'eau tout simplement? Voilà, c'est ça. Tu les mets dans de l'eau, ça peut être 12 heures, 24 heures, il faut lire, souvent c'est indiqué sur les étiquettes, et puis ça suffit en fait pour rendre plus assimilables les protéines. D'accord. Mais ce que tu me dis bien, c'est que même sans suivre ces recommandations, il n'y a aucun problème. Et si jamais on a quand même un petit peu peur et... Non, il faut tremper ces il faut tremper. Oui. Ok. Oui, mais en fait, le fait de faire tout ça, ça permet de bien les digérer. Enfin, ça... Voilà, c'est... Il n'y a pas de problème, c'est pas un sujet, les protéines végétales. C'est pas vraiment, comme je disais, même sans faire trop attention, les gens, même végétaliens, ils consomment suffisamment de protéines. En fait, à partir du moment où on consomme suffisamment en termes de calories et qu'on consomme assez varié, donc des légumineuses, des céréales, des fruits, des légumes, etc., on a suffisamment de protéines dans l'alimentation. Ok, voilà. Bon, ça c'est une grande peur, donc c'est bien. Oui. Tout à l'heure, tu as prononcé le mot de vitamine B12. Oui. Ok, donc je te laisse revenir un peu dessus. Est-ce que c'est important d'être supplémenté en vitamine B12 quand on est végétarien? Oui. Explique-nous. Oui, alors la vitamine B12, c'est une vitamine qui se trouve actuellement uniquement dans les produits animaux, dans les viandes, plus dans les viandes. En fait, c'est une bactérie qui est synthétisée c'est une vitamine qui est synthétisée par des bactéries. Donc ça ne se retrouve pas en l'état dans les aliments. Donc c'est des bactéries qui sont présentes dans l'estomac des ruminants. Donc c'est pour ça que ça se retrouve dans les viandes des ruminants. À partir du moment où on retire ces apports-là de son alimentation, il n'y a plus d'apport en vitamine B12 de végétal. Ça n'existe pas. En tout cas, actuellement, on n'a pas de source fiable. Donc, il va falloir se supplémenter. À savoir que si on ne le fait pas, si on ne se supplémente pas, ça peut mettre plusieurs années avant de devenir une carence. Parce qu'on a un stock dans le foie, un stock hépatique, qui peut durer entre 2 et 7 ans. Donc voilà, la carence va se faire petit à petit parce qu'il va falloir aller piocher dans ce stock-là. Et sur le long terme, ça peut créer des symptômes assez variés. Donc en fait, c'est difficile vraiment, c'est des symptômes, souvent, ça peut être une fatigue, des picotements dans les mains, ça peut être une anémie aussi. Parce que la vitamine B12 rentre en jeu dans la formation des globules rouges. Enfin, ça peut être tout plein de signes en fait, qui peuvent montrer qu'il y a une carence. Pour savoir s'il y a une carence actuellement, on peut faire un bilan sanguin, mais c'est pas très fiable. C'est-à-dire que souvent en fait, il y a des faux négatifs. C'est-à-dire qu'on va avoir assez de vitamine B12 dans le sang, mais en réalité, dans les stocks et dans les tissus, etc., il n'y en a pas assez. Donc, en fait, il faut faire une analyse d'acide méthylmalonique, je crois bien, si je prononce bien le mot. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut faire, donc soit dans le sang, soit dans les urines. Sauf qu'en France, actuellement, ça ne se fait pas trop. Voilà. Donc, mais de toute façon, en fait, à partir du moment où on diminue sa consommation de viande, il faut se supplémenter en vitamine B12 parce que les stocks vont diminuer. Ça peut mettre 2 ans, ça peut mettre 7 ans, mais voilà, ça arrivera.
L'objet, c'est pas de se dire bon, j'ai un stock, ça va tenir et quand les problèmes vont arriver, je commencerai à y réfléchir. Non, parce que les problèmes peuvent aller très vite aussi. Ça, en fait, c'est propre à chacun. Il y a des personnes. Donc moi, je connais une personne qui. Enfin, je connais une personne d'une personne. Enfin, j'ai entendu parler quoi, d'une personne qui s'est retrouvée en fait à plus pouvoir bouger. Parce que la vitamine B12 aussi rentre en jeu au niveau des nerfs, au niveau des, voilà, de la enfin, bouger les muscles, quoi, tout simplement. Et s'est retrouvé sur son canapé à plus pouvoir bouger, vraiment. Donc du coup, il est allé aux urgences, à l'hôpital, et ils lui ont fait une prise de sang, il était carencé en vitamine B12. Donc ils lui ont remis de la vitamine B12, il a pu récupérer, voilà. Mais c'est dommage d'en arriver là pour se supplémenter. Voilà. Surtout que c'est assez simple de se supplémenter au final. Oui, oui, c'est ça. En fait, il y a plusieurs posologies possibles, soit journalier, quotidien, soit toutes les semaines, soit tous les mois. D'accord, donc on peut même prendre une dose par mois et après ne pas avoir à s'en occuper. Oui, c'est ça, faut juste pas l'oublier. Ok. Et c'est une supplémentation qui est pas chère en plus, je crois. Non, ça dépend. Après, pour les végétaliens, il y a aussi des multivitamines où il y a tout dedans, et c'est des petits comprimés quotidiens. Et il y a plus ou moins cher, il y a vraiment tous les prix. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres éléments dont on doit faire attention? Je crois qu'il y a le fer. Ouais. Oui. Pourquoi est-ce qu'il faut faire attention au fer dans une alimentation végétarienne? Alors, c'est pas forcément quelque chose auquel il faut faire plus attention dans une alimentation végétarienne. C'est un peu aussi un mythe autour de ces alimentations. Alors, juste un petit point d'attention, un peu de nuance. Quand on teste, en fait, on fait des tests sur les végétaliens pour voir leur niveau en fer, on se rend compte qu'ils sont dans les normes, mais sont dans les normes basses. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont avoir assez de fer pour bien fonctionner, on va dire, mais voilà, c'est limite. Il y a une petite attention. Voilà. Après, il n'y a pas plus de risque d'être carencé en étant végétarien ou non. Encore une fois, c'est juste les normes basses. Quand on sait qu'on est sujet à l'anémie, il y a des choses à faire au niveau alimentaire, même en étant végétarien, pour favoriser l'absorption du fer. Déjà, la première chose, c'est de consommer plus de fer au quotidien. Donc, les légumineuses vont être très intéressantes, certains oléagineux, je crois. Ok. Voilà. Donc, les oléagineux, c'est les amandes, les noix, les noix d'Amazonie, les noix de cajou. Voilà. Oui, mais surtout les légumineuses. Voilà, ok. Qui vont être très, très intéressantes pour le fer. Aussi, on peut consommer des produits enrichis. Il y a des céréales du petit déjeuner enrichis en fer, le Weetabix par exemple. Ok. Voilà. Et associé à ça, ce qu'on peut faire, c'est consommer de la vitamine C, puisque la vitamine C va permettre d'absorber plus facilement le fer. Donc on va consommer des oranges, des poivrons, des aliments riches en vitamine C, tout simplement. D'accord, qui ne sont pas elles-mêmes riches en fibres, mais qui vont permettre de mieux capter le fer, en fer, pardon. Qui ne sont pas elles-mêmes riches en fer, mais qui vont permettre de mieux le capter. C'est ça, exactement. Okay. C'est ça. Ça va permettre de mieux absorber le fer. Et donc les deux ensemble, ça va permettre d'absorber plus de fer. Et une troisième chose qu'il faut faire attention, du coup, quand on sait qu'on est à risque d'être carencé, c'est d'éviter le thé et le café trop proches des repas. Parce qu'en fait, ils vont être riches en certains tanins qui vont limiter l'absorption. Toujours dans cette idée de favoriser l'absorption du fer. Voilà, on essaye une heure avant, une heure après, on évite le thé et le café, quoi, pour pas rentrer en... C'est compliqué parce que le café, c'est toujours après le repas. Et oui, c'est ça. Du coup, il faut attendre un peu plus. Il faut attendre de bien absorber le fer avant de consommer son petit café. Donc on reste à table 2 heures. Ou alors non, on fait autre chose. Et on prend le café après, ok. Mais ça c'est, encore une fois, c'est que pour les personnes qui sont sujets aux carences. C'est pas pour tout le monde. Si vous n'avez aucun problème, que vous fonctionnez bien comme ça, que vous êtes végétarien, que vous avez assez de fer, que vous prenez votre café juste après les repas, continuez, c'est très bien. Oui, ça c'est important. C'est-à-dire qu'il y a des recommandations qui sont générales, on parlait de la vitamine B12, etc. Oui. Et puis après, il y a des choses qui sont à nuancer sur chaque personne. Et en fait, tout le monde ne doit pas suivre forcément tous les conseils qu'on donne. C'est pour ça que c'est important d'amener de la nuance. C'est ça. Il y a l'iode un petit peu dont tu as parlé également, donc il faut faire attention. Oui, l'iode. Alors l'iode, actuellement, les besoins en iode sont remplis par les produits laitiers, en grande partie, parce que les mamelles des vaches sont nettoyées avec un produit iodé.
Donc cet iode, oui, c'est un peu, voilà, c'est comme ça. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais donc en fait, les produits laitiers sont entre guillemets enrichis en iode parce que les mamelles des vaches sont nettoyées par des solutions iodées. Et donc l'apport en France et l'apport d'iode est maintenu, on va dire, grâce aux produits laitiers, en partie aussi grâce aux produits de la mer, comme les poissons, les mollusques, etc. Et aussi, donc il y a aussi le sel iodé, parce qu'en fait on sait qu'il y a un risque de carence en général dans la population en iode. Donc en fait l'iode est très importante pour la fonction thyroïdienne. Si on a trop d'iode ou pas assez, on peut avoir soit une hypo, soit une hyperthyroïdie. Voilà. Ok. Et du coup, en suivant un petit peu les recommandations que tu as suivies, donc le sel qui est enrichi en iode. Voilà. Le problème, c'est qu'un végétalien, il va pas avoir forcément de yaourt. Non. Donc lui, comment est-ce qu'il fait pour avoir son apport en iode? Eh lui, alors soit il se dit qu'il n'a pas envie de prendre un complément et il dépend des algues. Sauf que en fait, le problème des algues, c'est que c'est pas fiable en fait. Il y en a qui sont très riches en iode, il y en a qui sont un peu moins riches en iode. Et en fait, selon le lieu de culture, selon la saison, selon plein de choses, il va y avoir plus ou moins d'iode dans la même algue en fait. Juste, c'est pas le même moment de l'année. Et du coup, même si c'est écrit sur les sachets tant d'iode dans 100 grammes par exemple, c'est pas toujours fiable. Donc en fait, il y a un risque quand on dépend de l'iode sur ses besoins, quand on dépend de l'algue, quand on dépend des algues pour ses besoins en iode, il y a un risque soit de surconsommation, soit de sous-consommation, puisque c'est pas fiable. Du coup, le mieux, c'est quand même de prendre un complément. Voilà. Mais du coup, si j'ai compris, il y a des gens qui n'aiment pas prendre des compléments. Comme tu m'as dit... Oui, il y a des personnes que ça dérange pour des raisons... C'est justifié, ça? Pour moi, non. Après ces personnes... non, je veux dire, est-ce qu'il y a un vrai risque pour la santé de certains compléments, certains suppléments qui a été rapporté? Ah oui, il y a des risques de certains... alors, j'ai plus tout à fait en tête, mais il y a eu des personnes qui ont pris des compléments dans certaines vitamines et qui se sont retrouvées avec des surdosages, et c'était plutôt mauvais que bon. Maintenant, pour l'iode, là, ça commence à être bien sourcé que il faut un apport minimal en iode et que si on ne l'atteint pas, il y a des risques pour la santé au niveau thyroïde. Donc voilà, donc encore une fois, soit on se dit je fais très attention, je prends des algues régulièrement, des algues régulièrement, c'est 2 à 3 fois par semaine, hein. Donc il faut aimer ça aussi, hein. Et voilà, je prends des algues, je prends du sel iodé, et voilà, et je me dis que ça ira. Soit sinon, on prend un complément et puis voilà, puis ça ira. Ça se mange cru, les algues? Il y a plein de façons différentes, oui. Il y a les makis, sushis, il y a des tartares d'algues, on peut faire des tartes aux algues, enfin ça peut se mettre un peu partout, quoi. C'est un petit condiment qui donne un petit goût iodé, il faut aimer ça. Je vais me faire attaquer dans les commentaires, mais au supermarché, on peut acheter des algues. Pourquoi Parce que par mon ignorance. Ça se fait de plus en plus, oui. Okay. On peut acheter alors j'ai oublié le nom, c'est pour faire les California, là, les makis, sushi, tout ça, on peut s'acheter les nori, c'est ça. Les feuilles nori, ça on peut s'acheter au supermarché. Ok. Enfin, dans certains, je pense, ou alors dans des spécialisés. Ok, bon, très cool, je ne savais pas. J'interromps rapidement la conversation passionnante que j'ai avec mon invité pour vous dire quelque chose de très important. Vous avez remarqué que quel que soit le sujet qu'on aborde, quels que soient les invités que l'on reçoit, ils sont tous unanimes sur l'importance de pratiquer une activité sportive. Avec Jérôme, on est persuadé que la course à pied est le sport qui a le pouvoir de véritablement transformer votre vie. Quel que soit votre âge, même si vous avez plus de 50 ans et même si vous n'avez jamais couru de votre vie, vous pouvez devenir un coureur ou une coureuse. Vous devez simplement être progressif pour doucement adapter votre corps à cet effort et respecter certaines étapes indispensables pour renforcer vos articulations. Avec GG, nous voulons que, peu importe le regard des autres, peu importe la peur d'échouer, vous fonciez pour réaliser vos rêves. C'est pourquoi nous avons passé beaucoup de temps
à chercher puis à synthétiser des études scientifiques pour vous mettre à disposition notre formation gratuite qui s'intitule « Débuter la course à pied après 50 ans sans vous blesser ». La formation dure 7 jours et elle reprend les conseils les plus importants pour vous éviter de réaliser les erreurs que nous rencontrons le plus chez nos patients. Vous recevrez les différentes leçons directement dans votre boîte mail. C'est totalement gratuit et vous pouvez vous désinscrire à tout moment si vous n'êtes plus intéressé par nos emails. Le plaisir des footings sous le soleil le dimanche matin sera bientôt à vous. Cliquez sur le lien en haut à droite de votre écran pour vous inscrire. Faites-le maintenant car on modifie régulièrement les conseils de la formation gratuite. On reprend l'interview. Il y a également un dernier point dont on a parlé en préparant cette vidéo, c'est la vitamine D. Oui. Tu m'as dit qu'il fallait faire aussi un petit peu attention. Mmh. Pour moi, la vitamine D, on la trouve surtout dans les petits poissons, dans les poissons gras, etc. Donc forcément, quand on est végétalien, on n'y a pas droit. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer où est-ce qu'on peut trouver du coup cette source en vitamine D? Alors du coup, je fais juste je réponds à ta question après. C'est pas une question de droit ou de non-droit, c'est plus un choix qu'on fait. C'est juste une petite attention là-dessus. C'est pas on n'a pas le droit, c'est on décide de pas manger ces aliments-là. Donc pour répondre à ta question, la supplémentation et en été on s'expose les bras, le visage, etc. De toute façon en hiver la population générale est à risque de carence, donc c'est mieux de se supplémenter. Et en été, soit on continue à se supplémenter parce qu'on n'a pas envie de s'exposer, parce qu'on est à risque, pour plein de raisons, et soit on s'expose. Voilà. Oui, j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose qui touche aussi bien les végétariens que les flexitariens en réalité. Oui, en fait, c'est des recommandations générales, et les végétariens sont concernés par ces recommandations-là. Et si on a cette carence en vitamine D, du coup, qu'est-ce qu'on risque au niveau de sa santé? Alors la vitamine D est très importante pour l'absorption du calcium. Donc on risque d'avoir des problèmes au niveau des os. Et aussi, un peu des problèmes généraux, on va dire, qui peuvent signaler une fatigue, manque de concentration, etc. Enfin, comme un peu de nombreuses carences au final, qui sont les symptômes sont très généraux. C'est pour ça souvent on conseille de faire un bilan sanguin pour savoir exactement ce qu'il y a, quoi. Ok, donc là on a vu quand même tous les petits points sur lesquels il fallait vraiment essayer de faire attention. Il y a une chose qu'on a oubliée, c'est les oméga 3. Je ne sais pas si vous en aviez parlé avec Fabien. Non, je pense pas, donc vas-y. Alors, par recommencer, c'est encore très vaste aussi comme sujet. En fait, au niveau des lipides, donc des gras, il va y avoir différentes sortes de gras contenus dans les aliments. Donc les acides gras saturés, les acides gras polyinsaturés, les acides gras monoinsaturés. Et parmi ces deux acides, dans les acides gras monoinsaturés, il y a les oméga 6 et les oméga 3. Voilà. Du coup, on a besoin un peu de tous ces gras au quotidien pour bien fonctionner, pour les membranes cellulaires, pour plein de choses. Le risque, en fait, en arrêtant de consommer notamment des poissons, c'est de plus consommer assez d'oméga 3 et de consommer trop d'oméga 6. En fait, il faut garder un équilibre oméga 3, oméga 6 au quotidien. Et du coup, quand on est végétalien, il va falloir apporter des oméga 3 par des huiles. Donc des huiles riches en oméga 3, comme les huiles de colza. Donc 2 cuillères à soupe par jour, ça suffit. Ou les huiles de lin, une cuillère à café par jour. Ou à soupe, une cuillère à soupe par jour d'huile de lin. Ok, donc ça en plus de notre assiette dont on a parlé au début, exactement, oui. On rajoute les petites cuillères d'huile. C'est ça, petites cuillères d'huile riches en oméga 3. Ok. Donc ça y est, on a fait le tour des différents points. On a fait le tour. Ok. En fait, c'est quand même assez réalisable. Oui. Ça, c'est... Encore une fois, c'est juste d'autres bases alimentaires, d'autres habitudes à prendre au quotidien. Ça se fait, hein. Ça se fait. Après, c'est... Alors si on parle du végétalisme, souvent le plus gros frein en réalité, c'est pas tellement l'équilibre dans l'assiette, c'est pas tellement tout ça, c'est plus la pression sociale en réalité, qui est très forte pour se conformer à manger avec tout le monde, pas refuser une part de gâteau ou pas refuser ce qu'on a cuisiné pour l'autre. Et c'est plus ça en fait qui peut être facteur d'arrêt de ces régimes-là. Toi, il me semble que tu es végétalienne. Oui.
Quand tu vas au restaurant, etc., est-ce que tu trouves que de plus en plus c'est facile, ça progresse ou c'est toujours compliqué? Ça dépend des restaurants. C'est vrai qu'il y en a de plus en plus qui sont spécialisés là-dedans, surtout à Paris. Mais en fait, dans les restaurants, on va dire généraux, c'est compliqué encore. C'est vrai que c'est même les restaurants français. Après, il y a des, par exemple, les restaurants asiatiques, les restaurants indiens. C'est plus facile de trouver des choses. Sinon, dans les restaurants franco-français, c'est beaucoup plus compliqué. Enfin, c'est toujours aussi compliqué, quoi. On se retrouve avec frites haricots verts, quoi. C'est un peu... Ouais, et salade. Et salade. Ouais. Oui. Ouais, alors que tout ce qui est indien, il va y avoir tous les currys, etc. Enfin, c'est ça. ok. Bon, faut que ça évolue petit à petit. Ouais. Il y a un autre sujet qui me tient à cœur, dont on entend beaucoup parler à l'heure actuelle, et on entend un peu plein de choses dessus, c'est le Nutri-Score. Donc le Nutri-Score, c'est le fait de noter un aliment de A à E. Oui. A vert, donc plutôt un aliment qui serait bon pour la santé. E, c'est orange foncé, il me semble, donc moins bon pour la santé. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le fonctionnement du Nutri-Score? Et voilà, c'est plein de polémiques. Oui. Donc on va essayer de démêler le vrai du faux. Alors l'objectif du Nutri-Score, c'est d'aider tout un chacun à faire le meilleur choix pour lui au supermarché. Donc c'est un outil d'aide à la comparaison entre... L'idée, c'est de comparer deux produits soit de la même utilité, c'est-à-dire deux produits qu'on va manger au petit déjeuner par exemple, ou alors deux mêmes choses, donc des lasagnes par exemple surgelées, toutes prêtes, de marques différentes. Et l'idée, c'est de comparer deux produits un peu similaires qu'on va utiliser pour la même raison. Donc on ne va pas comparer deux choses qui sont totalement différentes, quoi. Par exemple, les huiles, c'est pas du tout pareil que les produits de petit déjeuner, quoi. Du coup, c'est un outil très important pour la santé publique, tout simplement, pour aider les personnes à faire le meilleur choix de qu'est-ce qui va être le plus intéressant pour eux dans leur alimentation. Ça, c'est important parce que, en fait, si on cherche par exemple un aliment pour le dessert qui est peut-être un peu plus sucré, où on veut se faire un petit peu plus plaisir, forcément, il aura un Nutri-Score qui sera moins bon que un aliment très sain pour la santé. Mais c'est pas forcément ça qui est négatif, c'est de se dire, voilà, au moment du dessert, je veux me faire plaisir, est-ce que si je prends ça ou je prends ça, quelle est la note du Nutri-Score? Et du coup, derrière, on fait notre choix. C'est ça. Ça permet de faire un choix éclairé. Si vous adorez un dessert, je sais pas, un fondant au chocolat et le Nutri-Score est E, je pense que l'idée, c'est pas de vous dire je vais pas le prendre, quoi. C'est juste d'avoir en tête que y a des choses similaires qui sont peut-être un peu meilleures. Mais bon, pour autant, si c'est ça qui vous fait plaisir, prenez-le, quoi. L'idée, c'est pas de culpabiliser les gens, c'est juste de les aider à faire un choix plus éclairé. Et le but, c'est pas d'avoir que son caddie avec des aliments A ou B non plus. Non, non. Après, sinon, voilà, par exemple, les huiles, il n'y a pas mieux que C au niveau Nutri-Score. Donc, les huiles, c'est aussi, comme je disais, c'est aussi une part importante de l'alimentation. Enfin, en tout cas, c'est pour nous, dans notre livre, là, c'est 2 à 3 produits matières grasses par jour. Donc, ça fait partie d'une alimentation équilibrée, saine. Mais le Nutri-Score, c'est C. Parce que c'est uniquement des lipides, donc ils ne peuvent pas mettre plus, quoi. Mais c'est pas, voilà, pour autant, il faut les intégrer. Et est-ce que tu sais quels sont les éléments qui sont pris en compte pour faire cette classification, justement? Alors, il me semble que du coup, ça va être la richesse en fibres, la richesse en vitamines et minéraux, qui vont plutôt faire pencher vers le Nutri-Score A, enfin plutôt les bons Nutri-Score, et ça va être acides gras saturés, sel, sucre, qui vont plutôt faire pencher... vers le E. D'accord. En très simplifié. Après, tout est accessible, si jamais ça intéresse les personnes qui nous regardent. Là, tout est accessible, en fait, leur processus de décision de pourquoi, quel tel Nutri-Score, etc., à partir de combien, etc. Tout ça, on peut le voir. On a beaucoup entendu sur le Nutri-Score que c'est quelque chose qui avait été mis en place par les grosses industries agroalimentaires. Est-ce que tu sais du coup de quelle façon est-ce qu'il a été mis en place, qui a travaillé dessus? Alors, c'est le docteur Serge Egbert qui a grandement participé à la conceptualisation du Nutri-Score et à son développement
dans les supermarchés. Il a écrit un livre là-dessus qui s'appelle Manger tais-toi, où en fait il explique que justement non, c'est plutôt les lobbies agroalimentaires qui ont tout fait pour pas que ça passe en fait, pour que le Nutri-Score n'arrive pas au supermarché et qu'il y ait d'autres scores encore, des scores beaucoup plus flous qui vont pas aider forcément le consommateur. Donc les lobbies justement ont fait des propositions d'autres scores, ont tout fait pour saboter en fait le Nutri-Score. Donc au final non, vraiment c'est vraiment un outil de santé publique que même les lobbies en fait ne veulent pas, puisque pour eux ça veut dire potentiellement devoir changer leurs recettes pour mieux se vendre. Donc ça c'est quelque chose qu'ils ne souhaitent pas. Ouais, et ça c'est quelque chose qu'on a vu se mettre en place ou on n'a pas assez de recul? Est-ce qu'on a vu l'industrie agroalimentaire un petit peu changer la composition de certains de leurs produits pour essayer de grappiller il me semble, oui, une place sur le Nutri-Score? Oui, alors j'ai pas d'exemple en tête, mais il me semble qu'il y en a certains en effet qui ont changé leur composition pour avoir un meilleur Nutri-Score, parce que ça oriente le choix des consommateurs. Là, il y a eu des études là-dessus, les consommateurs font des meilleurs choix grâce au Nutri-Score. Donc, toi, c'est vraiment un outil que tu recommandes? Bah oui. Je recommande de le regarder au moins, de s'informer un peu sur ce qu'on mange. Et ça permet de le faire facilement. Il n'y a pas besoin de retourner, de lire, Oui, et d'avoir des compétences, simple, parce que quand même, c'est pas simple de lire une étiquette. On dit toujours qu'il faut regarder un petit peu la composition des aliments, etc. Mais se retrouver entre, t'en as parlé un petit peu, les graisses saturées, les graisses insaturées, les oméga 3, les oméga 6. Même si on a essayé de donner des pistes, il y a des moyens simples, mais il faut quand même s'y intéresser. Là, on a un élément très simple, une échelle A, B, C, D, E, avec 5, donc une échelle avec 5 barreaux, et c'est assez facile quand même de s'y retrouver avec la couleur associée. Donc c'est pas parfait, mais ça permet quand même de se projeter assez bien, je pense, sur un aliment. C'est ça. Okay. C'est ça. C'est pas parfait, mais c'est le mieux qu'on puisse faire actuellement. Comme tous les éléments simples, forcément c'est pas parfait. C'est ça. Mais au moins c'est pratique d'utilisation, et ceux qui veulent aller plus loin peuvent regarder les étiquettes. C'est ça. Par exemple, ce que les personnes peuvent critiquer sur le Nutri-Score, c'est qu'il ne prend pas en compte les additifs, par exemple, qu'il ne prend pas en compte la transformation des aliments. Alors, il faut savoir que, par exemple, les additifs, la transformation des aliments, actuellement, c'est encore... il y a encore des études là-dessus. On ne sait pas encore vraiment quels impacts ça pourrait avoir. Est-ce que c'est vraiment délétère? Et le problème, c'est que... comment dire ça? C'est très hétérogène. Un même aliment hyper transformé, par exemple, peut être bon pour la santé, et un autre aliment hyper transformé peut être mauvais pour la santé. Du coup, l'ultra transformation, c'est pas forcément quelque chose de toujours adapté, en fait. Donc, c'est vrai que le Nutri-Score ne prend pas en compte ces choses-là. Peut-être qu'un jour, il va évoluer selon aussi la science, et ce qu'on découvre, pour prendre en compte tout ça. Ouais. Ça, c'est très intéressant, parce que partout, on lit, on entend qu'il faut essayer de manger les aliments le plus brut possible. Donc toi, tu reviens un petit peu là-dessus? Moi, je reviens là-dessus dans le sens où, par exemple, tout ce qui va être tofu, lait de soja enrichi en calcium, ça va être des aliments qu'on va considérer, en tout cas que l'échelle NOVA, donc qui est l'échelle de transformation, va considérer comme transformés, hyper transformés. Et pourtant, c'est important de les intégrer dans une alimentation quand on peut trouver d'autres façons de le faire, mais c'est une alimentation saine. Ça fait partie d'une alimentation saine. Surtout l'enrichissement en calcium, comme je disais, c'est important. Et pour eux, pour Nova par exemple, à partir du moment où il y a un enrichissement en calcium, ça fait tout de suite chuter la note. Alors que quand on est végétalien, c'est aussi intéressant de prendre ces aliments-là. Donc voilà, en fait, l'idée c'est de mettre de la nuance dans tout ça. Ça fait 2 fois que tu parles de l'échelle NOVA. Du coup, je vais te laisser très rapidement la main. C'est une échelle qui permet de mesurer la transformation d'un aliment. C'est ça, le degré de transformation. Et c'est quoi? C'est des lettres, c'est des chiffres, c'est des pourcentages? Je pourrais pas vous répondre là. Ok. Il me semble que c'est des lettres ou des chiffres. C'est des chiffres, c'est ça, oui. Et on peut trouver ça sur Internet si on se pose la question. On cherche un aliment et on voit
du coup son degré de On peut transformation. trouver ça, oui. Et toi, ce que tu dis, donc, c'est qu'il y a des aliments qui sont transformés, qui vont voire ultra transformés, avec donc un mauvais score par rapport à cette échelle NOVA, Oui, mais malgré tout qui sont absolument pas nocifs pour le corps. c'est ça. Ok. C'est ça. Comme par exemple, certains substituts comme les nuggets végétaux, là il y a de plus en plus de choses, des steaks végétaux, etc., qu'on va considérer, enfin c'est hyper transformé, c'est-à-dire c'est des agglomérats de poids, d'additifs, il y a des goûts, des arômes, etc. Mais pourtant le Nutri-Score est plutôt bon. Et du coup, c'est vrai que ça peut poser la question là de c'est hyper transformé, mais le Nutri-Score est bon. Du coup, voilà, c'est un peu les personnes pour qui l'ultra-transformation est plus importante que, on va dire, les apports nutritionnels. Pour eux, ça ne fait pas sens, en fait, d'avoir... voilà, je ne sais pas si je réponds Si, et... après, du coup, pour moi, je pense que ça fait aussi partie d'une alimentation équilibrée, ces substituts-là, tout simplement pour retrouver les mêmes goûts qu'on connaissait avant, qui nous manquent, pour se faire plaisir. Donc ça fait tout à fait partie d'une alimentation, même si c'est transformé, ultra transformé. D'accord, Voilà. parce que c'est vrai qu'on les voit de plus en plus arriver. La question qu'on entend tout le temps et à laquelle tu as répondu, c'est pourquoi les végétariens ont besoin de manger quelque chose qui ressemble à de la viande s'ils ont décidé de moins en manger. Et c'est parce qu'en fait, on peut devenir végétarien pour des raisons éthiques, pour des raisons biologiques, et on peut toujours aimer la viande. C'est ça. C'est que souvent, pour ces personnes-là qui le maintiennent le plus longtemps dans le temps, le régime végétalien, c'est des raisons éthiques qui permettent de maintenir dans le temps. Et c'est pas parce qu'ils aiment pas, c'est pas parce qu'ils m'aiment pas pour leur santé forcément. Et du coup, consommer ces produits-là, ça permet de retrouver le goût, un goût apprécié, de se faire plaisir tout simplement. Et ça a vraiment un goût de viande ? Il y a certains steaks, on va dire, oui, vraiment, ça ressemble. Je sais pas si vous avez goûté. C'est... Et il y a Zéro qui a goûté. Les nuggets aussi, ça peut être vraiment pas mal. Et il y a aussi de plus en plus de substituts de style camembert. D'accord. Donc c'est des fromages, des simili fromages à pâte molle, fermentés, et donc ça a un petit goût, ça n'a pas tout à fait le même goût, mais c'est un petit goût de camembert, voilà. Ok. Donc tu m'as dit que c'était fait à base de quoi ? Alors c'est des noix de cajou souvent, ça base de noix de cajou. Ok, on peut acheter ça dans le commerce, peut-être un endroit un peu spécialisé. En magasin spécialisé, pour l'instant, ça commence à se faire de plus en plus dans les grandes enseignes. Ok. Bon, on a fait un bon tour. Maintenant, si on parle un peu du cas particulier de la perte de poids par rapport à l'alimentation végétarienne, est-ce que d'après toi, c'est déjà un avantage ? Est-ce que ça change quelque chose ou pas ? Alors... Bon, ça, c'est une question. La question de la perte de poids, c'est une question en elle-même qui mériterait un sujet à part entière. Ce que disent les études, c'est que les personnes végétaliennes vont avoir un IMC plus bas que la population générale. Donc potentiellement, ça pourrait permettre de maintenir un poids moins élevé. Après, est-ce que c'est une bonne justification de faire autant d'exclusion alimentaire juste pour maintenir un poids inférieur, on va dire, je pense pas. Je pense que c'est mieux de le faire pour d'autres raisons que simplement pour une perte de poids. Parce que, encore une fois, en fait, sur le long terme, ça risque de pas tenir. Voilà. Toi, je suppose que c'est quand même une demande qui doit revenir souvent auprès des gens qui viennent en consultation te voir. Oui. Du coup, quels conseils un petit peu généraux tu donnes pour des gens qui veulent perdre du poids ? Alors moi, du coup, souvent, ma façon de voir les choses, c'est de défocaliser en fait sur la perte de poids et de focaliser plus sur les moyens d'obtenir. C'est-à-dire une bonne hygiène de vie, consommer des fruits, des légumes, consommer sainement, faire du sport, etc. Et l'idée, c'est en faisant tout ça, d'une façon qui fait plaisir, d'une façon qui se maintient dans le temps, peut-être que la perte de poids adviendra. Peut-être, on espère. Après, rester focalisé juste sur la perte de poids, le risque c'est de perdre tout plaisir en fait dans la vie quotidienne et de faire plus que ça, manger plus que dans l'idée de se contrôler, faire du sport que dans l'idée de perdre des calories. Et ça, c'est très mauvais pour la santé mentale.
Donc toi, tu proposes plutôt d'essayer de mettre en place tout un ensemble de choses. Donc, tu l'as dit, faire un peu de sport. Oui. Peut-être avoir des meilleures habitudes alimentaires. C'est ça. Qu'est-ce que tu proposes? Mieux dormir? Je sais Voilà, pas. mieux dormir. Essayer d'être un peu moins stressé. C'est ça. Être plus flexible aussi avec son alimentation, parce que souvent ces personnes-là, elles ont beaucoup de règles, beaucoup de règles alimentaires. Je mange pas après 19h, je mange pas de glucides le soir. Et ça, tout ça, c'est très mauvais quoi, pour la santé mentale, pour le bien-être. Donc l'idée, c'est d'adapter un peu plus l'alimentation à ses vrais besoins, à ses sensations de faim, de satiété, avoir une bonne hygiène de vie, se faire plaisir au quotidien et voir ce qui se passe au niveau du corps. L'idée, c'est de retrouver son poids, on va dire, de forme. Et malheureusement, parfois, son poids de forme, c'est pas le poids qu'on voit sur les magazines, quoi. Ouais, c'est-à-dire? C'est-à-dire que ça peut être le poids qu'on a tout de suite, le poids qu'on a maintenant. Et l'idée, c'est aussi de réussir à avoir un autre rapport à son corps. Rapport moins contrôlant, plus dans l'acceptation, l'autocompassion. Et comment tu le définis alors, ce poids de forme? C'est un poids, on va dire, qui est stable. D'accord. Plus ou moins 2 kilos. Il peut y avoir des variations, mais l'idée, c'est d'avoir un poids stable dans le temps, qui se maintient, et où on est bien dedans, où on peut faire des choses qui nous font plaisir, où on fait un peu de sport, et en fait, qui se maintient, où on mange bien, sainement. D'accord, donc en fait, il n'y a pas une manière mathématique de le définir, il n'y a pas une manière biologique, Non. C'est multifactoriel, c'est un ensemble d'éléments. Exactement, tu le dis beaucoup mieux que moi. Ok. C'est ça, le poids en fait, c'est pas nous qui le décidons malheureusement, c'est les hormones, c'est la génétique, c'est notre histoire de vie, c'est aussi ce qu'on mange, le sport qu'on fait, mais c'est pas que ça quoi. Et à un moment donné, il faut aussi lâcher quoi là-dessus, sur ce contrôle, cet hyper contrôle du poids quoi. Après, je dis pas, il y a des personnes qui sont pas à leur poids de forme parce qu'il y a des troubles du comportement alimentaire, parce qu'il y a des compensations parfois avec l'alimentation. Et pour ces personnes-là, bien sûr que peut-être le poids en mangeant, en faisant moins de crises d'hyperphagie, en ayant beaucoup plus de comportements, on va dire, positifs, peut-être que leur poids va diminuer, mais c'est parfois pas le cas pour tout le monde. Voilà, c'est juste... D'accord, et oui, tu as insisté sur le fait que c'était un poids, le poids de forme qui permet de faire des choses. Parce que moi j'avais un patient qui était nettement surpoids et ça le gênait énormément, il pouvait plus se baisser, dès qu'il faisait tomber quelque chose au sol, c'était une catastrophe parce qu'il pouvait plus le ramasser. Bon, ça clairement c'est pas un poids de forme. Ça... Voilà, non mais ça fait partie des critères, je veux dire, que tu utilises pour définir le poids de forme d'une personne. Oui, ça peut. Après, le surpoids, c'est vraiment complexe, hein, vraiment. Le problème aussi, c'est que quand on prend du poids, en fait, on démultiplie les cellules adipeuses et du coup, c'est plus compliqué de le reperdre. Parce qu'en fait, la faim, la sensation de faim aussi est liée à ces cellules-là qui sécrètent de la faim parce qu'elles ne sont pas pleines, quoi, on va dire. Et aussi, donc il y a ça, il y a aussi le fait que les cellules adipeuses ont tendance à se fibroser. Donc du coup, ça va être beaucoup plus compliqué sur le long terme, hein, beaucoup plus compliqué de le perdre. Et du coup, pour certaines personnes, malheureusement, la prise de poids, elle se fait ça va être très très compliqué de perdre sur le long terme. Plus de 10%, souvent dans les études, voilà, c'est perdre plus de 10% de sa masse graisseuse, de son poids, c'est compliqué sur le long terme. D'accord. Malheureusement, même pour... à moins de faire des chirurgies bariatriques, etc. Mais ça, c'est pareil, sur le long terme, il y a énormément de reprises de poids. Donc, c'est vrai? C'est très complexe, oui, vraiment. Il y a un taux d'échec qui est important? Échec, je sais pas, c'est un parcours, quoi, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui reprennent le poids suite... donc ça tient, 5 ans, et après... voilà, ou alors... voilà, c'est vraiment un autre sujet à part entière, mais du coup, c'est très très compliqué. Voilà, cette question du poids de forme, du poids... Donc la question, quand on parle de perte de poids, c'est souvent de revoir sa relation à son corps, à son propre poids.
Du coup, ça nous amène sur un autre sujet dont on a un peu parlé en préparant la vidéo, c'est le lien entre alimentation et santé mentale. Ok. Oui. Donc, il y a effectivement, tu me disais, des aliments qui peuvent modifier un petit peu notre santé mentale. Et bah, en fait, c'est assez rigolo. Je sais pas si vous me direz si c'est surprenant. Surprenant. Mais en fait, toutes les recommandations alimentaires, donc manger 5 fruits et légumes par jour, consommer suffisamment d'oméga 3, en fait, on voit que ça, c'est corrélé avec une bonne humeur, une bonne santé mentale, moins de dépression, etc. Donc en fait, suivre les recommandations alimentaires de base, qu'on va retrouver dans notre livre, mais aussi dans les recommandations françaises, par exemple, ça permet aussi d'avoir une bonne santé mentale. Et on sait quels sont les mécanismes qui jouent derrière Ou pour l'instant, c'est simplement un constat Ouais, pour l'instant, c'est en étude. Hein. Pour l'instant, c'est en étude. Par exemple, on peut se dire que, par exemple, les fibres qui vont nourrir la flore intestinale va, en fait, ça va aussi participer à une bonne humeur, par exemple. Enfin, on peut se dire qu'il y a des liens comme ça. Après, c'est encore en étude. Ok, mais c'est intéressant. Essayer de suivre un peu toutes les recommandations qu'on a suivies, ça aide d'être un peu plus de bonne humeur, d'être... c'est ça. Okay, se supplémenter en vitamine D, c'est important, les oméga 3. Ok, bon, bah ça c'est très cool. C'est bon à savoir. Du coup, ça me fait penser, il y a une chose dont je n'ai pas parlé tout à l'heure au niveau des oméga 3. Je ne sais pas s'il en avait parlé, Fabien, c'était les EPA et les DHA. Non. Non, pas du tout. Vas-y. Alors, ça aussi, pareil, il y a beaucoup de nuances à faire au niveau des EPA et DHA. Donc, EPA et DHA, ce sont des molécules qui sont dérivées des oméga 3. Donc, notre corps, en fait, peut les synthétiser à partir des oméga 3. On peut aussi en apporter par l'alimentation, par les poissons gras. EPA et DHA, ça va être important ça va être anti-inflammatoire pour le cerveau, pour plein de choses. C'est important d'en consommer. Maintenant, les végétaliens, en fait, il n'y a pas d'apport d'EPA et de DHA dans l'alimentation. On est obligé de dépendre, on va dire, de son autosynthèse, de consommer donc suffisamment d'oméga 3 pour synthétiser l'EPA et le DHA. Actuellement, c'est encore pareil, c'est encore à l'étude. On ne sait pas tout à fait. Donc on sait que pour les personnes omnivores, pas avoir suffisamment d'EPA et DHA, ça peut être délétère pour la santé cardiovasculaire. Voilà. Pour les végétaliens, ça paraît un peu paradoxal puisqu'ils vont avoir tendance à avoir une meilleure santé cardiovasculaire, même s'ils ne consomment pas d'EPA et DHA. Donc du coup, va falloir encore étudier tout ça pour bien comprendre les mécanismes de pourquoi pour les omnivores ça fonctionne comme ça et pas pour les végés. Quand on garde juste peut-être la santé cardiovasculaire, il doit y avoir énormément de facteurs confondants parce qu'on doit se dire forcément cette personne-là ne va pas manger de viande rouge et de charcuterie. Donc ça va être protecteur sur l'élément cardiovasculaire et peut-être que ça contrebalance justement l'EPA et la DHA. Oui, c'est ça. Du coup, c'est pour ça, dans notre livre, et l'ONAV aussi, donc pour les personnes qui craignent un peu, qui ont peur de ce que ça pourrait faire sur le long terme, on conseille une supplémentation. Là, c'est un peu cher, des supplémentations en DHA, plus en DHA qu'en EPA. Une supplémentation, ça peut être une supplémentation de temps en temps, donc c'est des cures d'un mois, de temps en temps, soit ça peut être toute l'année, soit si pour vous c'est pas la santé, c'est pas le truc le plus important, vous supplémentez pas. C'est juste un principe de précaution. Ok. Voilà, je pense que c'était important qu'on... Ouais, super, c'est très bien. Donc on va finir avec 2 questions qu'on n'a pas préparées ensemble, petite surprise. Ah mince. Si tu as quelqu'un qui vient te voir et qui te demande, d'après toi, le conseil important pour améliorer sa santé, qu'est-ce que tu lui proposerais ? Le conseil important, un seul ? Un seul, pas mal d'effets. Je dirais un peu plus bouger. Ok. Voilà. Ok, t'as des idées un petit peu ? C'est des choses que... Marcher, danser, sortir... Faire bouger son corps. Faire bouger son corps, voilà. Ok, cool. Et du coup, toi, dans ta vie perso, qu'est-ce que tu as mis en place récemment pour essayer d'être en meilleure santé ? Oula, pour moi, je mets beaucoup de choses en place. En tout cas, pour moi, c'est important, ma santé. Donc, je fais du sport, j'essaye tous les matins.
Je mange sainement. Qu'est-ce que tu fais comme sport? Vélo elliptique. Ok. Et je fais du longe-côte. Voilà. Ok. C'est quoi le longe-côte? Le longe-côte, c'est... Donc j'habite à côté de la mer. Hein. Donc on est en combinaison intégrale. Et on va dans la mer et on marche en fait. Voilà, l'eau est à peu près là ou là, ça dépend. Et voilà, on marche pendant 1 heure dans la mer. Il fait pas trop froid en ce moment? Ah, il fait froid, si. Mais du coup, ça rebooste, si. Ouais. Ok, bon, bah, très cool. Je te remercie, je te propose qu'on en reste là. À très vite, Léa. Oui, merci beaucoup. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, ça a été beaucoup de boulot. Avec notre invité, nous avons insisté à plusieurs reprises sur l'importance de pratiquer une activité physique. Avec Jérôme, nous sommes convaincus que la course à pied est le sport dont vous avez besoin. Premièrement, l'homme est fait pour courir, c'est inscrit dans son ADN. Et deuxièmement, il n'existe aucun autre sport qui peut être réalisé partout, qui ne nécessite aucun matériel et qui a le même pouvoir de véritablement transformer votre corps. Peut-être que vous vous dites que pour vous c'est trop tard, que vous auriez dû commencer à courir depuis des années pour pouvoir bénéficier des incroyables bienfaits de la course à pied. Écoutez bien, il n'est jamais trop tard. Si vous avez plus de 50 ans, vous pouvez encore débuter la course à pied même en partant de zéro, même si vous n'êtes pas sportif aujourd'hui. Voici ce que l'on a réalisé pour vous. Avec Jérôme, mon collègue kiné de l'équipe de France, nous avons travaillé après nos journées de consultation pour vous mettre à disposition dans cette vidéo tous les conseils dont vous avez absolument besoin pour débuter la course à pied après 50 ans. Il s'agit d'un véritable coaching perso de plus de 20 minutes. Cette vidéo est indispensable pour éviter que vous fassiez n'importe quoi, ce qui pourrait s'avérer dangereux pour votre corps. Cliquez juste ici pour regarder cette vidéo.